Un collègue m'a ramené à la maison. Une seule phrase, lancée en passant. C'est tout ce qu'il a fallu pour détricoter 12 ans de mariage. Mais le pire n'était pas ce que ma femme faisait dans mon dos. C'était ce qu'un médecin m'a dit 3 semaines plus tard. Je m'appelle Edwin Holland. J'ai 42 ans. Je dirige les opérations pour une chaîne de restaurants de taille moyenne basée à Charlotte, en Caroline du Nord. Cet établissement, plus de 40 employés. Assez de pièces mobiles pour occuper mon esprit de 6 heures du matin jusqu'à bien après le dîner. Et là, à 39 ans, elle travaille dans le marketing pour une entreprise régionale de soins de santé en centre-ville. Nous avons une fille, Mia, âgée de 9 ans, vive comme l'éclair et pleine d'énergie. Sur le papier, notre vie semble solide. Une maison dans un bon quartier, des économies décentes, des soirées en amoureux un vendredi sur 2. Le genre de situation qui fait dire aux gens, vous êtes un couple modèle. Un modèle, vraiment? Tout a commencé un jeudi soir de fin octobre. Je venais de terminer une réunion sur l'approvisionnement avec un fournisseur à Concorde et mon camion était au garage pour les freins. Mauvais timing, comme d'habitude. Mon collègue, Reed Garner, qui gère les contrats avec les fournisseurs pour 2 de nos établissements, m'a proposé de me ramener vers la ville. Reed est un type franc et direct, la quarantaine, pas du genre à colporter des ragots ou à semer la zizanie. C'est exactement pour ça que ce qu'il a dit m'a frappé différemment. Nous roulions depuis 20 minutes, parlant d'un fournisseur qui nous avait floué sur les poids des produits. Puis Reed s'est tu un instant, et a dit, presque comme s'il pensait à voix haute, tiens, question bizarre. Est-ce qu'elle a conduit toujours cette Acura blanche, la MDX? J'ai jeté un œil vers lui. Oui, pourquoi? Reed a gardé les yeux sur la route. J'ai vu une voiture qui correspondait à la description, garée devant le Méridien Grill il y a 2 soirs. Mardi. Je déposais des papiers pour le responsable du soir. Je l'ai remarqué à cause de l'autocollant de parking à l'arrière, la même salle de sport que Carla. Il a fait une pause. Il y avait un homme avec elle. Je n'y ai pas prêté plus attention. J'ai juste pensé que c'était pour le travail. Je n'ai rien dit pendant un moment. À quoi ressemblait-il? Reed a haussé les épaules. Grand, veste sombre. Ils entraient ensemble, très proches. J'ai hoché la tête lentement et j'ai changé de sujet. Mais quelque chose en moi avait déjà basculé, silencieusement et invisiblement, comme une ligne de faille qui s'ajuste sous un sol immobile. J'avais toujours fait entièrement confiance à Ella. Et il a suffi d'un trajet avec un collègue pour commencer à défaire 12 ans de certitude. Quand je suis rentré ce soir-là, Ella était sur le canapé avec un verre de vin, regardant quelque chose sur son ordinateur portable avec des écouteurs. Elle en a retiré un et m'a souri. Ce sourire facile et bien rodé. Longue journée. Ouais, ai-je dit. Réunion sur l'approvisionnement. Ça a duré. Le dîner est dans le frigo. J'ai fait le poulet au citron que tu aimes. Je suis allé à la cuisine. J'ai réchauffé l'assiette. J'ai mangé debout au comptoir, fixant la fenêtre au-dessus de l'évier pendant que le quartier plongeait dans l'obscurité. Elle est venue brièvement pour remplir son verre de vin, m'a embrassé l'épaule et est retournée sur le canapé. Tout était normal. Tout était exactement, précisément normal. C'est ça qui m'a le plus troublé. J'ai pensé à mardi soir. Je n'avais pas posé de questions à Ella sur mardi. Pas encore. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler ses SMS de cette soirée. Elle m'avait envoyé un message à 18h47, je reste un peu tard. Préparation du bilan trimestriel. Ne m'attends pas, le Méridien Grill était à 12 minutes de son bureau. Le Méridien Grill n'était pas non plus un endroit bon marché. Pas le genre d'endroit où l'on prend une bouchée rapide pendant un coup de bourre au travail. C'était le genre d'endroit où l'on allait quand on voulait que la soirée soit spéciale. Je ne l'ai pas confronté. Pas ce soir-là. Je n'étais pas prêt. J'avais besoin de plus que l'observation fortuite de Reed. J'avais besoin de savoir si mon instinct réagissait à quelque chose de réel ou si j'étais sur le point de faire exploser mon mariage pour une coïncidence sur un parking. Alors, j'ai fait ce que tout homme dans ma situation fait quand il n'est pas prêt à affronter la réponse. J'ai pris une note mentale, j'ai souhaité une bonne nuit à ma femme et je me suis allongé dans le noir à côté d'elle, en écoutant sa respiration. Le sommeil n'est pas venu facilement, mais une décision, si. J'allais découvrir ce qui se passait vraiment, discrètement, prudemment,
et sans montrer une seule de mes cartes avant d'avoir le jeu complet en main. Les 3 jours suivants, je n'ai rien dit. J'ai souri au petit déjeuner. Je lui ai posé des questions sur ses réunions. J'ai aidé Mia à faire ses devoirs pendant qu'Ella était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. La routine normale, exactement ce qu'elle attendait de moi. Mais j'écoutais, maintenant. Vraiment. Pas cette écoute distraite où l'on hoche la tête avant de passer à autre chose que je pratiquais depuis des années. Je veux dire, le genre d'écoute où l'on remarque la demi-seconde de pause avant une réponse, où l'on perçoit le léger changement dans le regard de quelqu'un quand il cherche une histoire plutôt qu'un souvenir. La structure de ses alibis était impeccable, trop impeccable. Chaque soir où elle était absente, elle avait une raison, toujours raisonnable, toujours juste assez vague pour ne pas inviter de questions de suivi. Le mercredi, c'était la préparation du bilan trimestriel. Le jeudi, un apéro avec Denise. Le lundi suivant, la salle de sport, puis les courses. J'ai vérifié le ticket de caisse qu'elle avait laissé sur le comptoir. 51 $, 2 sacs. Elle était partie pendant 3 heures. J'ai commencé à tester les limites, doucement, nonchalamment. La façon dont on appuie sur un bleu pour voir jusqu'où va la douleur. Tu n'avais pas dit que Denise était en voyage ce mois-ci, ai-je demandé un matin devant mon café, en gardant les yeux sur ma tasse. Ella n'a pas bronché. C'est la semaine prochaine. Elle a reporté. C'est vrai, ai-je dit. J'avais oublié. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je pensais à l'observation de Reed chaque jour. Cette Acura blanche, l'homme à la veste sombre. Proche. Entrant ensemble. Je me repassais les mots comme une chanson que je ne pouvais pas me sortir de la tête. Et sous cette ritournelle, une question ne cessait de refaire surface. Depuis combien de temps? Le vendredi suivant, j'ai dit à Ella que je devais prendre l'avion pour Nashville pour un problème opérationnel urgent dans notre établissement là-bas. J'ai même fait une valise, conduit jusqu'à l'aéroport, me suis garé dans le parking de courte durée, me suis assis dans le terminal pendant 40 minutes, j'ai pris un café, puis j'ai fait demi-tour et je suis retourné à Charlotte. Je me suis garé à 3 rue du Méridien Grill à 18h15. À 19h02, l'Acura blanche d'Ella est entrée sur le parking. Elle est sortie dans cette robe portefeuille gris anthracite que je n'avais pas vue depuis des mois. Des talons que je ne reconnaissais pas, les cheveux lâchés. Elle s'est regardée dans le rétroviseur avant de se diriger vers l'entrée. Pas un coup d'œil rapide, un regard délibéré. Il est arrivé 8 minutes plus tard. Grand, la trentaine, carrure athlétique, confiant comme le sont les hommes qui n'ont jamais eu de raison de ne pas l'être. Il ne l'a pas touché à l'extérieur. Pas besoin. La façon dont elle s'est tournée vers lui disait tout. Ouverte, chaleureuse, se penchant vers lui avant même qu'il ne l'atteigne. Ils sont entrés ensemble. Je suis resté assis dans mon camion et j'ai respiré. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur ce parking pendant 2h40. Quand ils sont sortis, elle riait de quelque chose qu'il avait dit, sa main touchant brièvement son bras avant qu'elle ne se reprenne et la retire. Vieille habitude, nouvelle discipline. Elle connaissait la différence entre le comportement à l'extérieur et à l'intérieur. Elle n'a pas balayé le parking du regard. Elle n'a pas regardé par-dessus son épaule. Elle a marché jusqu'à sa voiture comme une femme qui n'a de compte à rendre à personne. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Quand je suis arrivé, les lumières étaient éteintes. Je suis resté assis à la table de la cuisine dans le noir un moment, pensant à Mia, endormie à l'étage, à l'histoire que je lui avais lue la veille, au dessin d'empreintes digitales qu'elle avait scotché sur le frigo avec des aimants dépareillés. Je n'étais pas encore prêt à tout faire exploser. Pas sans connaître la forme complète de ce à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai passé un appel. Un détective privé nommé Tom Shai, recommandé par un ancien collègue qui avait vécu quelque chose de similaire il y a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner près de mon bureau. Il était calme, professionnel, posait les bonnes questions et aucune des mauvaises. Je lui ai donné des dates, le nom du restaurant, la description de l'homme. Il a dit qu'il aurait des informations préliminaires dans les 10 jours. Une dernière chose, lui ai-je dit avant de nous séparer. J'ai besoin de savoir quelque chose sur un événement d'entreprise il y a environ 10 ans. Ma femme travaillait chez Ranfield Health Group. Il y a eu une fête de Noël ou quelque chose de similaire. J'ai besoin de savoir qui était à cet événement avec elle.
Et plus précisément qui était son supérieur direct à l'époque. Tom m'a regardé fixement. Vous pensez que ça remonte aussi loin? Je pense, ai-je dit prudemment, qu'il y a des questions que j'aurais dû poser il y a longtemps. Il a hoché la tête et l'a noté. J'ai payé les 2 cafés, je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis au volant un long moment avant de démarrer le moteur. Je n'étais plus un mari cherchant à savoir si sa femme mentait. J'étais un homme qui constituait un dossier, et j'avais l'intention de le faire correctement. Tom Shai m'a appelé 9 jours plus tard, non pas avec un rapport, mais avec une demande de rencontre en personne. Cela m'en a dit long avant même qu'il ne prononce un mot. Nous nous sommes assis dans le même dîner près de mon bureau. Il a commandé un café noir. Je n'ai rien commandé. Il a fait glisser un dossier en manille sur la table et m'a laissé l'ouvrir moi-même. Le nom de l'homme était Owen Marsh, 38 ans, consultant commercial pour une société immobilière du centre-ville. Marié. Sa femme s'appelait Naen. Pas d'enfant. Le dossier contenait une photo imprimée. Surveillance horodatée. Owen et Ella entrant dans le Meridian Grill. Une autre photo, d'une autre soirée, devant un bar à vin de Southend. Une troisième, celle qui m'a fait serrer la mâchoire, prise à travers la fenêtre d'un restaurant. La main d'Ella sur la table, ses doigts posés sur les siens. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Tom a entouré sa tasse de ses 2 mains. D'après ce que j'ai pu établir, au moins 7 mois, peut-être plus. Ils sont prudents, mais pas invisibles. Toujours les 2 ou 3 mêmes endroits. Toujours les soirs de semaine. Jamais les week-ends. Jamais, parce que les week-ends étaient pour la famille, pour Mia. Pour moi. J'ai fermé le dossier. Et pour l'autre chose que je vous ai demandé de vérifier? Ranfield Health Group. L'événement d'entreprise il y a 10 ans. Tom a hoché lentement la tête. Ça a demandé un peu de travail. Il a sorti une 2e feuille de la poche de sa veste. Des emails imprimés, un annuaire du personnel d'un événement d'entreprise. Un nom entouré au stylo bleu. Son supérieur direct à l'époque de la retraite annuelle, il y a 11 ans pour être exact, était un homme nommé Kurt Strickland. Directeur marketing senior, 44 ans maintenant, toujours dans la région, dirige sa propre boîte de conseil à Valentine. J'ai fixé le nom. Y avait-il une indication qu'ils étaient proches en dehors du travail? Assez proches pour que 2 anciens collègues à qui j'ai parlé, officieusement, se souviennent qu'ils étaient inséparables à cette retraite. L'un l'a décrit comme. Tom a jeté un œil à ses notes, point le genre de proximité qui met les gens mal à l'aise au travail. Je me suis adossé à la banquette. Elle a été rentrée de cette retraite un dimanche soir. Je m'en souvenais clairement parce que j'étais allé la chercher à l'aéroport. Elle avait l'air fatiguée et silencieuse, d'une manière que j'avais attribuée à un long week-end. Nous nous étions arrêtés pour manger sur le chemin du retour. Elle avait à peine touché à son plat. Elle m'avait dit qu'elle était juste épuisée. Mia est née 8 mois et 3 semaines plus tard. J'ai remercié Tom. J'ai payé le café. Je suis allé à mon camion et je suis resté assis au volant sans démarrer le moteur pendant un long moment. Le calcul tournait déjà dans ma tête. Le genre de calcul que l'on ne veut pas faire, mais qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'il a commencé. Ce soir-là, j'ai commandé un kit de test ADN à domicile en ligne. Livraison en 48 heures. J'ai utilisé une adresse email distincte et une carte prépayée que j'avais achetée dans une pharmacie sur le chemin du retour. Quand Ella m'a demandé ce que je faisais sur mon ordinateur portable, je lui ai dit que j'examinais des factures de fournisseurs. Elle a hoché la tête et est retournée à son émission. Je l'ai observé du coin de l'œil et j'ai senti quelque chose se fermer doucement en moi, comme une porte qui se refermait dans une partie de ma poitrine que je ne savais pas encore ouverte. Quoi qu'il arrive ensuite, j'allais y faire face les 2 yeux ouverts et avec tous les faits en main. Le kit est arrivé un mercredi, pendant qu'Ella était au travail et Mia à l'école. J'ai signé à la porte, je suis allé directement à la cuisine et j'ai lu les instructions 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Le processus était simple. J'ai utilisé un écouvillon pour ma propre joue. Pour Mia, un échantillon prélevé sur sa brosse à dents dans la salle de bain, celle qu'elle utilisait chaque matin. Les instructions disaient que c'était acceptable. J'ai scellé les 2 échantillons dans les pochettes étiquetées, enregistré le numéro du kit en ligne en utilisant l'email séparé et je suis allé au bureau de poste pendant ma pause déjeuner. Puis j'ai attendu.
12 jours ont semblé durer 12 mois. J'ai maintenu ma routine intacte. Chaque matin, je préparais le café pour deux. Chaque soir, je demandais à Ella comment s'était passée sa journée et j'écoutais des réponses lisses et banales. Je l'ai observée interagir avec Mia. La façon dont elle l'aidait avec son sac à dos, lui tressait les cheveux le jeudi matin, l'appelait « ma puce » sur ce ton facile et affectueux. Ella était une bonne mère. Je n'en avais jamais douté. Mais une bonne mère et une épouse honnête n'étaient pas toujours la même personne. J'ai également programmé autre chose pendant ces 12 jours, quelque chose que j'avais évité pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement m'expliquer. J'ai appelé une clinique de santé pour hommes dans l'est de Charlotte et j'ai pris rendez-vous pour un bilan de fertilité complet. Quand je suis arrivé, le médecin, un homme calme et méthodique d'une 50aine d'années, m'a posé une série de questions standards sur notre histoire. Depuis combien de temps essayons-nous avant d'avoir notre fille? Quels résultats, le cas échéant, avions-nous obtenus de professionnels de la santé à l'époque? Je lui ai dit que nous n'avions vu personne, que nous avions simplement continué d'essayer et que finalement, ça avait marché. Il m'a demandé si je voulais procéder à un bilan complet. J'ai dit oui. Les résultats sont revenus 4 jours plus tard. Je me suis assis dans la salle d'examen et j'ai écouté le médecin m'expliquer, dans un langage clinique et mesuré, que ma numération de spermatozoïdes était nettement inférieure à la normale, dans les 2% les plus bas des hommes testés dans cette clinique. Il a utilisé des mots comme « motilité »,« morphologie » et « subfertilité ». Il a dit que la conception naturelle dans mon cas n'était pas impossible, mais que la probabilité statistique était, selon son opinion professionnelle, extrêmement faible, moins de 2%, a-t-il dit, peut-être significativement moins, en fonction de facteurs supplémentaires. Je lui ai demandé sans détour, un homme avec ces résultats aurait-il pu concevoir un enfant naturellement, sans intervention médicale? Il est resté silencieux un moment. Ce n'est pas quelque chose que je peux exclure totalement, a-t-il dit prudemment. Mais je vous rendrai un mauvais service en disant que c'est probable. Je l'ai remercié. Je suis monté dans mon camion. J'ai conduit jusqu'à un parc près de mon bureau et je suis resté assis sur un banc près de l'étang pendant 40 minutes sans bouger. Moins de 2%. Mia avait 9 ans. J'avais entraîné son équipe de T-ball. Je lui avais tenu la main pendant chaque orage. Je lui avais lu les 3 mêmes livres d'images tellement de fois que je pouvais les réciter par cœur. J'avais été son père de toutes les manières que je connaissais. Et maintenant, un rapport clinique me disait que son existence, la façon dont c'était arrivé, le timing, l'histoire qu'on m'avait servie, tout ça ne collait pas. Les résultats du kit ADN sont arrivés 2 jours plus tard. J'ai ouvert l'enveloppe seul à ma table de cuisine. La maison était vide, la lumière de l'après-midi entrait, plate et grise, à travers les stores. J'ai lu le résultat une fois, puis j'ai posé le papier à plat sur la table et j'ai appuyé mes 2 paumes sur la surface, en respirant calmement. Probabilité de paternité, 0%. Je me suis levé, je suis allé au garage, j'ai pris un pot de fleurs en céramique qui était sur l'établi depuis le printemps dernier, celui qu'Ella avait acheté et jamais utilisé, et je l'ai projeté contre le mur en béton. Il s'est brisé en une 12aine de morceaux. Je suis resté là, à regarder les fragments sur le sol, la poitrine haletante, les poings serrés. Puis je me suis baissé, j'ai ramassé chaque morceau, je les ai jetés à la poubelle et je suis retourné à l'intérieur. Je me suis rassis à la table de la cuisine. J'ai regardé le dessin de Mia sur le frigo, son nom écrit au crayon violet dans le coin inférieur droit, les lettres encore un peu inégales. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Daniel Mercé. J'ai besoin qu'on se voie, ai-je dit quand il a répondu. Bientôt. J'ai tout. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert. Pas encore. Les résultats ADN sont restés dans la poche intérieure de ma veste pendant 3 jours, comme un charbon ardent brûlant la doublure. Et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'ai examiné les rapports du personnel. J'ai géré un litige avec un fournisseur dans notre établissement du centre-ville. J'ai fait des pancakes le samedi matin et j'ai coupé ceux de Mia en triangle, comme elle aimait. Normal, stable, le visage d'un homme qui ne venait pas de voir toute sa compréhension des 9 dernières années voler en éclats. C'est un mardi après-midi, en allant chercher Mia à l'école, que j'ai craqué. Je suis arrivé en avance, ce qui était inhabituel pour moi, mais j'avais quitté le travail tôt ce jour-là. J'ai attendu près de l'entrée principale avec une poignée d'autres parents, les mains dans les poches, regardant distraitement les portes.
Quand elles se sont ouvertes et que les enfants ont déferlé, j'ai repéré Mia immédiatement. Sac à dos violet, une couette déjà à moitié défaite, comme toujours en fin de journée. Elle marchait à côté d'une autre fille, plus grande, cheveux bruns, du même âge. Elle riait de quelque chose, tête penchée l'une vers l'autre. En se rapprochant, j'ai vu le profil de la fille et j'ai senti quelque chose se raidir dans ma poitrine. Les pommettes, la forme des yeux, la façon dont son sourcil se plissait légèrement quand elle riait. J'avais déjà vu ce visage, dans un dossier que Tom Chai avait posé sur la table du dîner. Mia s'est arrêtée devant moi et m'a pris la main. Papa, c'est Sophie. On est dans le même groupe de lecture. Sophie m'a regardé et a souri poliment. Bonjour. Bonjour, Sophie, ai-je dit. Ma voix est sortie égale. Je ne sais pas comment. Sur le chemin du retour, Mia m'a raconté que le père de Sophie était une sorte de consultant en affaires et qu'il venait parfois la chercher le mardi. J'ai hoché la tête et posé des questions de suivi dont j'ai à peine entendu les réponses. Mes mains sont restées stables sur le volant. À l'intérieur, je faisais déjà le calcul qu'aucun père ne devrait avoir à faire. Sophie Strickland. Même école, même groupe de lecture, même visage. Cette nuit-là, après que Mia se soit endormie, je suis allé au garage. Je suis resté devant l'établi et j'ai pris un bol en céramique qui était là depuis l'été dernier. Un des projets de décoration d'Ella, abandonné à mi-chemin. Je l'ai fixé un long moment. Puis je l'ai projeté contre le mur du fond. Il a éclaté avec un bruit sec contre le béton. Je suis resté là, à regarder les morceaux s'installer sur le sol, la poitrine haletante, la mâchoire serrée. Puis j'ai nettoyé chaque fragment. J'ai balayé la poussière dans la poubelle, éteint la lumière du garage et je suis rentré. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais au matin, j'avais pris une décision concernant Kurt Strickland. Je suis d'abord retourné voir Tom Chai. J'avais besoin d'un dernier élément. La routine actuelle de Kurt, l'adresse de son bureau, s'il était au courant de l'existence de Mia. Tom a trouvé ça en 4 jours. Kurt Strickland dirigeait un cabinet de conseil en marketing dans une suite à Valentine. Marié depuis 15 ans, 2 enfants, un fils de 12 ans et une fille de 9 ans. Sa fille s'appelait Sophie. J'ai lu cette ligne 2 fois. Le rapport de Tom ne mentionnait aucune indication que Strickland avait connaissance de Mia ou de la grossesse d'Ella il y a 11 ans. Pour autant que l'on puisse en juger, il était parti de cette retraite et avait poursuivi sa carrière et sa vie de famille sans jamais regarder en arrière. Je suis resté avec cette information pendant 2 jours. J'ai pensé à ce que signifierait de le lui dire. J'ai pensé à ce que signifierait de ne pas le faire. J'ai pensé à Mia, assise dans une salle de classe à côté d'une demi-sœur dont elle ignorait l'existence, riant d'un devoir de lecture. Et j'ai pensé à Ella, qui avait su tout cela, qui était rentrée de cette retraite silencieuse et pâle, en disant qu'elle était juste fatiguée, qui m'avait annoncé quelques semaines plus tard, les yeux brillants et les mains tremblantes, qu'elle était enceinte, qui m'avait regardé devenir un père. Pleinement, complètement, sans réserve, tout en portant un secret qui aurait pu tout détruire dès le premier jour. J'ai longtemps réfléchi à tout ça. Puis j'ai appelé Daniel Mercé et je lui ai dit que j'étais prêt à agir. Le bureau de Daniel Mercé était au 14e étage d'un immeuble sur Tryon Street. Propre, calme, le genre d'endroit qui sentait le cuir et la réflexion prudente. C'était un homme compact d'une 50aine d'années, précis, sans précipitation, le type qui vous laisse finir vos phrases avant de répondre. Un collègue me l'avait recommandé il y a 2 ans, et je n'avais jamais pensé que j'aurais réellement besoin de lui. J'ai tout posé sur son bureau. Les rapports de Tom Chai, le résultat ADN, le bilan médical de la clinique de fertilité, les photographies horodatées d'Ella et Owen Marsh. Daniel a tout lu sans expression, prenant quelques notes en marge d'un bloc-notes jaune. Quand il a fini, il a levé les yeux. C'est complet, a-t-il dit. Vous avez bien préparé le terrain. Je veux savoir où j'en suis, lui ai-je dit. Le mariage, la paternité, ce que le tribunal peut faire. Daniel a posé son stylo. Pour le mariage, étant donné l'adultère documenté, la Caroline du Nord est un état à faute pour le divorce si vous choisissez cette voie. Les preuves que vous avez sont solides. Il a fait une pause. Pour la paternité, c'est là que ça se complique. Vous êtes le père légal depuis 9 ans. Même avec un résultat ADN de 0, le tribunal pourrait ne pas automatiquement annuler ce statut.
On pourrait vous demander de continuer à subvenir financièrement à ses besoins, quelle que soit la biologie. Selon la façon dont l'affaire est plaidée. Je l'ai dévisagé. Donc, je pourrais être légalement responsable d'un enfant qui n'est pas le mien parce que je ne savais pas qu'elle n'était pas la mienne? Dans plusieurs États, y compris celui-ci, c'est une possibilité très réelle, a dit Daniel d'un ton neutre. Ce n'est pas garanti, mais c'est un risque. L'avocat de votre femme pourrait invoquer la relation paternelle établie, le lien affectif, l'intérêt supérieur de l'enfant. L'air dans la pièce semblait lourd. J'ai expiré lentement. Et le père biologique? Kurt Strickland. Daniel a hoché la tête. Si vous choisissez de le notifier et s'il reconnaît la paternité volontairement ou par un test ordonné par le tribunal, cela change considérablement le paysage. Un père biologique confirmé dans l'équation déplace la responsabilité légale et financière dans votre direction. Je veux qu'il soit notifié, ai-je dit. Daniel a pris une note. Je peux rédiger une lettre formelle par l'intermédiaire de mon cabinet, ou vous pouvez le faire personnellement. Je recommanderais de passer par un avocat. Ça reste propre. Par votre intermédiaire, ai-je dit. Restons propres. Il a hoché la tête. Nous avons passé une autre heure à examiner les détails. La division des biens, la maison, les comptes joints, le calendrier du dépôt de la demande. Quand je me suis levé pour partir, Daniel m'a tendu la main. Une dernière chose, ai-je dit avant de la lui serrer. Son avocat va soutenir que je savais ou que j'aurais dû savoir qu'il y avait des questions de fertilité et que j'ai tacitement accepté la situation. L'expression de Daniel n'a pas changé. J'ai déjà entendu cet argument. Nous y serons préparés. Vous avez vos dossiers médicaux. Vous avez des documents prouvant que vous n'avez jamais subi d'évaluation avant la grossesse. Ce n'est pas une acceptation tacite. C'est un mari qui faisait confiance à sa femme. Un mari qui faisait confiance à sa femme. Je lui ai serré la main et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai pris la route la plus longue, à travers les vieux quartiers où les chênes avaient encore leurs feuilles. J'ai pensé à Mia. J'ai pensé à ce que j'allais faire du fait que je l'aimais complètement, sans réserve, et que, en même temps, je ne pouvais pas rester dans le mensonge qui avait construit sa place dans ma vie. Les deux choses ne s'annulaient pas, mais elles ne pouvaient pas coexister éternellement non plus. Je devais choisir quel genre d'homme j'allais être de l'autre côté de tout ça. Et je connaissais déjà la réponse. J'ai choisi un vendredi soir, non pas pour le drame, non pas parce que je voulais une scène, mais parce que Mia dormait chez une amie et que j'avais besoin que la maison soit vide de tout ce qui comptait avant d'ouvrir la porte à ce qui allait arriver. J'ai passé cet après-midi de manière méthodique. J'ai sorti les vêtements d'Ella du placard robes, chemisier, les chaussures alignées sur l'étagère du bas et je les ai rangées dans 2 grandes valises. Pas avec précipitation, pas avec la colère guidant mes mains. Délibérément, plié quand le pliage avait du sens, empilé quand ce n'était pas le cas. J'ai laissé ses bijoux dans le tiroir de la salle de bain, car certains appartenaient à sa grand-mère, et je n'allais pas être le genre d'homme qui utilise le sentiment comme une arme. J'ai sorti ses articles de toilette du placard sous l'évier et je les ai mis dans un sac en toile à côté des valises. J'ai laissé son côté du placard ouvert et vide. Puis, je me suis assis à la table de la cuisine avec un verre d'eau et j'ai attendu. Elle est entrée à 18h42. J'ai entendu la porte du garage, le bruit de ses clés dans le bol près de l'entrée, le rythme familier de ses talons sur le carrelage. Elle est entrée dans la cuisine en parlant déjà, quelque chose à propos du trafic sur l'autoroute, et s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase quand elle a vu les valises près de l'entrée du couloir. La couleur de son visage a changé. Juste un peu, juste assez. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Assieds-toi, ai-je dit. Elle n'a pas bougé. Elle est restée où elle était, une main tenant encore la sangle de son sac, les yeux allant de moi au bagage. Edwin, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé 3 objets sur la table devant moi. Le rapport photo de Tom Shai, le résultat ADN, le bilan médical de la clinique. Je les ai placés en ligne, espacés régulièrement, et j'ai levé les yeux vers elle. Owen Marsh, ai-je dit. 7 mois à ma connaissance, probablement plus. Elle a ouvert la bouche. J'ai levé une main. Le résultat ADN, ai-je continué, gardant ma voix égale et stable. Mia n'est pas ma fille biologique. Probabilité de paternité, 0. Quelque chose a traversé son expression. Pas de la culpabilité,
pas du chagrin. Quelque chose de plus complexe et de plus difficile à nommer. Elle a posé lentement son sac sur le comptoir. Et le rapport médical, ai-je terminé? Mes chiffres de fertilité. Moins de 2% de probabilité de conception naturelle, ce qui signifie que tu savais, ou que tu aurais dû savoir, qu'il y avait une sérieuse question sur la filiation de Mia. Et tu n'as rien dit pendant 9 ans. Le silence entre nous avait un poids. Elle est restée très immobile. Puis elle a dit doucement, tu as cessé d'être présent. Tu étais toujours au travail, toujours à gérer le problème de quelqu'un d'autre. J'étais invisible dans ce mariage bien avant Owen. Ce n'est pas une confession, ai-je dit. C'est une dérobade. Essaie encore. Sa mâchoire s'est crispée. Tu veux que je m'excuse d'avoir survécu à un mariage où je me sentais complètement seul? Je veux que tu reconnaisses, ai-je dit d'un ton égal, que tu es rentré d'une retraite d'entreprise il y a 11 ans en sachant que tu étais peut-être enceinte de ton supérieur. Et tu m'as laissé élever cet enfant pendant 9 ans sans jamais me dire la vérité. Ce n'est pas de la solitude. Et là. C'est un choix. Un choix délibéré et soutenu. Elle a détourné le regard. Un muscle a bougé dans sa mâchoire. Et pendant que tu gérais ta solitude, ai-je ajouté, tu trouvais apparemment le temps de voir Owen Marsh le mardi soir. Le Meridian Grill, le bar à vin de Southend. Ça te dit quelque chose? Elle m'a regardé à nouveau. Ses yeux étaient secs. Ça m'en a dit long. Tu m'as fait suivre. J'ai fait suivre la vérité, ai-je dit. Elle m'a mené à toi. Elle a tiré la chaise en face de moi et s'est assise. Elle a croisé les mains sur la table. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était contrôlée, mesurée, d'une manière qui me disait qu'elle avait déjà pensé à cette conversation, du moins dans une certaine version, avant ce soir. Et maintenant? Tu me mets dehors et tu joues la victime. Je ne joue à rien, ai-je répondu. Je suis dans un mariage qui a été construit sur des fondations que tu as vidées de leur substance avant même qu'il ne soit terminé. Tu pars ce soir. Les valises sont faites. J'ai laissé les bijoux de ta grand-mère. Ils sont dans le tiroir de la salle de bain. Tu ne peux pas simplement. J'ai déjà parlé à Daniel Mercé, ai-je dit. Les papiers sont en cours de préparation. Divorce pour faute, adultère documenté. Tu auras des nouvelles de son cabinet en début de semaine prochaine. J'ai fait une pause. Je veux aussi que tu saches que Kurt Strickland a été notifié par mon avocat. Il recevra une lettre formelle et une copie du résultat ADN. Ça l'a touché. Elle est devenue très immobile pour la première fois depuis son arrivée. Le sang-froid qu'elle avait maintenu a vacillé, non pas pour laisser place à des larmes, mais à quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait à un calcul interrompu. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle dit d'une voix basse et tendue. Il a une fille dans la classe de Mia, ai-je répondu. Il a le droit de savoir. Et franchement, sa femme aussi. Elle s'est levée. Elle a attrapé son sac sur le comptoir. Elle a regardé les valises, puis moi à nouveau. Et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de vrai, quelque chose qui reconnaîtrait la forme réelle de ce qu'elle avait fait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a pris la poignée d'une valise, a laissé la seconde, et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée, la main sur le cadre. Sans se retourner, elle a dit, « Tu n'allais jamais être suffisant, Edwin. » J'ai regardé son dos. Peut-être pas, ai-je dit. Mais j'ai toujours été honnête. Il y a une différence. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment après ça. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pas le silence d'une famille qui se prépare pour la nuit, mais le silence d'un espace qui avait enfin cessé de faire semblant. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Mia. Dors bien, ma puce. À demain. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Une série d'émojis et un cœur dessiné à la main, photographié avec la tablette de son ami. J'ai posé le téléphone. J'ai respiré, et pour la première fois en des semaines, l'air dans la pièce semblait m'appartenir. Le week-end s'est passé tranquillement. J'ai récupéré Mia de sa soirée pyjama le samedi matin, je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés et du pain de mie sans la croûte, et j'ai passé l'après-midi au parc à lancer un frisbee jusqu'à ce que mon bras me fasse mal.
Elle n'a pas demandé où était sa mère. Les enfants ont plus de conscience que nous ne le pensons, et Mia avait toujours été perspicace au-delà de son âge. Elle demanderait quand elle serait prête. Je répondrai honnêtement, de la manière dont une enfant de 9 ans a besoin de l'entendre, quand ce moment viendrait. Dimanche soir, j'examinais le projet d'accord de séparation que Daniel m'avait envoyé par email quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif local. J'ai failli laisser sonner. Quelque chose m'a poussé à répondre. C'est bien Edwin Holland ? La voix était celle d'une femme, assurée mais avec quelque chose en dessous qui ressemblait à une personne se retenant par pure volonté. C'est moi, ai-je dit. Une courte pause. Je m'appelle Naen Marsh. Je pense que vous savez pourquoi j'appelle. J'ai posé mon ordinateur portable. Oui, je sais. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai trouvé une lettre du cabinet de votre avocat ce matin. Owen l'a laissée sur le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas s'il a oublié qu'elle était là ou s'il voulait que je la voie. Je l'ai lue 2 fois avant de l'appeler au travail. Sa voix restait contrôlée, mais à peine. Il n'a pas nié. Je suis désolé, ai-je dit. Et je le pensais, non pas comme une formalité, mais d'une personne à une autre qui comprenait parfaitement le poids spécifique de ce genre de matinée. Depuis combien de temps le saviez-vous, a-t-elle demandé. Environ 3 semaines avec certitude, lui ai-je dit. J'avais des soupçons avant ça. Un collègue les a vus ensemble. C'est ce qui a tout déclenché. Elle est restée silencieuse un moment. 7 mois, il m'a dit. Il a dit que ça faisait 7 mois. Elle a laissé échapper un petit rire sans joie. Je l'ai cru quand il a dit que ce n'était rien au printemps dernier. Il m'a dit que je m'imaginais des choses. Cette phrase m'a semblé familière. Ils sont doués pour ça, ai-je dit. Oui. Une pause. Je voulais vous appeler parce que... Je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que je pensais que vous méritiez de savoir que ce n'était pas seulement votre mariage qui s'effondrait. Et parce que je voulais entendre quelqu'un qui avait déjà traversé la pire partie de la découverte. Elle s'est arrêtée. Est-ce que ça devient plus facile, de savoir ? J'ai réfléchi honnêtement avant de répondre. Savoir est en fait la partie la plus facile, ai-je dit. C'est le fait de ne pas savoir qui vous ronge. Une fois que vous savez, vous pouvez agir. Vous pouvez prendre des décisions. Vous avez de nouveau les pieds sur terre. Elle a absorbé ça. Votre fille, a-t-elle dit prudemment. J'ai lu la lettre. Je comprends qu'il y a plus que juste Owen dans cette histoire. C'est exact, ai-je confirmé. Mais je m'en occupe. Est-ce qu'elle va bien, a demandé Naen. Votre fille. La question m'a surpris. Non pas son contenu, mais sa gentillesse. Elle va bien, ai-je dit. Elle est résiliente. Elle a 9 ans et elle lance un frisbee mieux que moi. Donc, je pense qu'elle s'en sortira. Un petit son authentique à l'autre bout du fil. Presque un rire. Presque pas, je l'espère, a dit Naen doucement. J'espère que vous vous en sortirez tous les deux. Nous nous sommes dit au revoir peu de temps après. Pas d'échange d'informations, pas de projet de se reparler. Juste 2 personnes qui avaient vécu en parallèle de la même tromperie, partageant brièvement son poids avant de retourner porter le leur. Je suis resté assis un moment après l'appel. Puis j'ai rouvert l'email de Daniel et j'ai lu attentivement le projet d'accord, prenant des notes en marge là où j'avais des questions. 3 jours plus tard, Daniel a appelé pour me dire que Kurt Strickland avait contacté son cabinet. Il ne contestait pas le résultat ADN. Il demandait cependant du temps pour consulter son propre avocat avant de répondre formellement. Il ne fuit pas, m'a dit Daniel. D'après mon expérience, ça signifie qu'il va coopérer. Bien, ai-je dit. La même semaine, l'avocat d'Ella a envoyé une réponse préliminaire à notre demande. Elle incluait, comme Daniel l'avait anticipé, l'argument selon lequel j'avais tacitement accepté une situation de paternité incertaine en ne cherchant jamais d'évaluation médicale pendant nos années d'essai pour concevoir. C'était formulé avec soin et argumenté avec précision. Daniel m'a appelé après l'avoir lu. Ils vont pousser cet angle à fond, a-t-il dit. Mais vos dossiers médicaux sont clairs. Vous êtes allé à cette clinique de votre propre initiative, sans aucun test préalable enregistré. Ce n'est pas un homme qui a accepté l'incertitude.
C'est un homme qui faisait confiance à sa femme. Alors on riposte, ai-je dit. On riposte, a confirmé Daniel. Et on gagne. Je lui faisais confiance. J'avais appris récemment, de la manière la plus coûteuse possible, la différence entre la confiance qui se mérite et celle qui est simplement présumée. Daniel Mercé avait mérité la sienne. La procédure de divorce s'est déroulée comme Daniel l'avait promis, méthodiquement, sans raccourci, et avec chaque document à sa place. L'avocat d'Ella a insisté sur l'argument de l'acceptation tacite pendant 3 semaines avant que Daniel ne le démantèle dans une réponse écrite qui était, selon ses propres mots, chirurgicale. Mes dossiers médicaux ne montraient aucune évaluation de fertilité antérieure à aucun moment de notre mariage. Pas de conseils, pas d'orientation clinique, aucune trace d'aucune sorte indiquant que j'ai jamais été informé ou invité à remettre en question la filiation de Mia. Un homme qui avait simplement fait confiance à sa femme et à qui on n'avait donné aucune raison de faire autrement. La demande de divorce pour faute et adultère a été maintenue. Les photographies de la surveillance de Tom Shai, combinées aux preuves horodatées, laissaient très peu de marge de manœuvre à la partie adverse sur ce front. Ce qui occupait le plus mes pensées, plus que la division des biens, plus que la maison, plus que les comptes joints que nous séparions méthodiquement, c'était la question de Mia. Je me suis assis en face de Daniel un après-midi de fin novembre et je lui ai exposé clairement la situation. Je lui ai dit ce que j'avais décidé. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était l'une des choses que je respectais le plus chez lui. Je ne vais pas contester la garde, ai-je dit. Je ne vais pas me battre pour la paternité légale. Mia n'est pas ma fille biologique. C'est un fait. Et la relation que j'ai avec elle, tout ce sur quoi elle a été construite, a été édifiée sur un mensonge auquel je n'ai jamais consenti. Je peux l'aimer. Je l'aime. Mais je ne peux pas construire le reste de ma vie sur des fondations qui ont été posées à mon insu ou sans mon consentement. Daniel est resté silencieux un moment. Ce n'est pas la décision que la plupart des hommes dans votre situation prennent, a-t-il dit prudemment. Vous comprenez que cela signifie renoncer entièrement à la relation parentale légale. Je comprends, ai-je dit. Je ne me détourne pas de Mia, la personne. Je me retire d'un statut légal qui m'a été attribué par tromperie. Ce sont deux choses différentes. Il a pris une note. Et pour les contacts futurs? Ce sera entre Mia et moi, quand elle sera assez grande pour comprendre toute la situation, ai-je dit. Pour l'instant, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de sa mère, peu importe à quoi cela ressemble. Elle n'a pas besoin d'une bataille pour la garde en plus de tout le reste. Daniel a hoché lentement la tête. Il l'a noté. Et vous êtes conscient que renoncer à la paternité légale dans ces circonstances supprime également votre obligation financière. J'en suis conscient, ai-je dit. Kurt Strickland a été notifié. Il portera cette responsabilité. Elle lui appartient. Nous sommes restés sur cette pensée un moment. Puis Daniel est passé au point suivant sur la liste, et je lui en ai été reconnaissant. Il comprenait la différence entre une décision qui devait être examinée et une qui avait déjà été prise. La maison s'est vendue plus vite que prévu, une offre au prix du marché, partagée en deux, conformément à l'accord. J'ai trouvé un appartement dans un immeuble près du centre-ville, au 12e étage avec une vue sur la ville que je ne savais pas que je voudrais jusqu'à ce que je l'aie. J'ai emménagé avec ce dont j'avais besoin et j'ai laissé ce dont je n'avais pas besoin. Les meubles que nous avions achetés ensemble sont pour la plupart restés avec Ella. J'ai pris les couteaux de cuisine parce que c'était moi qui avais toujours cuisiné, et un fauteuil de lecture qui était à moi avant le mariage. Tout le reste était remplaçable. Un jeudi soir de décembre, je me suis assis dans ce nouvel appartement, un plat à emporter sur le comptoir, les lumières de la ville visibles par la fenêtre, et j'ai pris un rendez-vous de suivi à la clinique de santé pour hommes. Non pas pour réexaminer le diagnostic, mais pour entamer la conversation sur les options qui existaient de l'autre côté. Le médecin avec qui j'avais travaillé était direct et compétent. Il y avait des chemins, des traitements, des choses qui valaient la peine d'être explorées le moment venu. J'ai aussi appelé mon frère ce soir-là. La première vraie conversation que nous ayons eue depuis des mois. Je lui ai presque tout raconté. Il a écouté comme seul un grand frère peut le faire, sans essayer de réparer quoi que ce soit ou d'adoucir les angles. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Tu as l'air plus lucide que tu ne l'as été depuis des années, Ed. » J'y ai pensé après avoir raccroché. Lucide était le mot exact. Pas guéri. Ça allait prendre plus de temps. Pas heureux,
exactement. Pas encore. Mais lucide, comme une fenêtre qui avait été couverte de condensation pendant des années et qu'on venait enfin d'essuyer. Je pouvais voir à travers. C'était suffisant pour l'instant. 4 mois après qu'Ella ait quitté la maison avec une seule valise, le divorce a été prononcé un mardi matin gris dans une salle d'audience sur East Trade Street. Je portais une veste et une cravate par habitude. Daniel était assis à côté de moi. L'avocat d'Ella était en face. Le juge a mené la procédure avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois et qui ne trouvait cela ni remarquable ni trivial, juste la conclusion ordonnée d'un arrangement légal qui avait fait son temps. C'était terminé en moins de 40 minutes. J'ai serré la main de Daniel sur les marches du palais de justice et je l'ai remercié. Il m'a dit que j'avais été l'un de ses clients les plus organisés. Venant de Daniel Mercé, j'ai pris ça comme un grand compliment. J'ai conduit jusqu'à mon restaurant du côté sud, non pas parce que j'avais besoin d'y être, mais parce que je voulais être utile de mes mains. J'ai fait le tour de la salle, vérifié l'inventaire avec le directeur des opérations, goûté 2 sauces qui étaient en cours d'ajustement pour le menu de printemps, et j'ai eu une brève réunion sur un problème de personnel dans notre établissement de Plaza Midwood. Un travail ordinaire, concret, le genre qui ne vous demande rien d'autre que de l'attention et du jugement. Le temps que je rentre à l'appartement ce soir-là, la tension que je portais dans mes épaules depuis 4 mois s'était relâchée pour devenir quelque chose de plus proche d'une fatigue ordinaire. Kurt Strickland, selon la dernière mise à jour de Daniel, avait officiellement reconnu la paternité par l'intermédiaire de son avocat. Sa réponse à notre correspondance juridique avait été mesurée et sans hostilité, un homme faisant face aux conséquences de ses propres choix, ce qui ne me concernait pas. Sa fille Sophie et Mia étaient toujours dans la même classe. Je ne savais pas comment cela était géré et je n'avais pas besoin de le savoir. Ce n'était plus mon foyer à gérer. Ella avait emménagé dans un appartement près de chez sa sœur à Concord. Owen Marsh, d'après ce que les contacts de Daniel avaient recueilli dans la communauté juridique, n'avait pas quitté Nahen. Que ce soit une réconciliation ou de l'inertie, ce n'était pas non plus mes affaires. Ce qui était mes affaires, ce à quoi j'avais commencé à penser avec quelque chose de plus proche de l'anticipation que de la crainte, c'était ce qui allait suivre pour moi. Je suis retourné à la clinique de santé pour hommes en janvier. Le spécialiste m'a présenté une gamme d'options de traitement, une supplémentation hormonale, des protocoles de procréation assistée, une approche étape par étape qui n'était pas garantie, mais qui n'était pas non plus sans réelle possibilité. Il a été honnête sur le calendrier et les probabilités. J'ai respecté ça. Je lui ai dit que je voulais explorer sérieusement cette option, et nous avons mis en place un plan de 3 mois. J'ai également passé une longue soirée en février à écrire, non pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi, les conditions que j'avais l'intention d'apporter à toute relation future. Non pas comme une liste d'exigences, mais comme l'architecture d'une vie que je construisais les yeux grands ouverts cette fois. En haut de cette liste, l'honnêteté, précoce et sans exception. Et en dessous, énoncé clairement, toute femme avec qui je choisirais de fonder une famille devrait comprendre que j'exigerais une confirmation de paternité à la naissance d'un enfant. Non par suspicion, non comme une accusation, mais en tant qu'homme qui avait appris à un coût considérable que l'amour sans vérification, dans ce contexte spécifique, avait failli l'effacer. Je n'étais pas prêt à répéter cela. Je n'étais pas prêt à élever un autre enfant que j'aimais complètement pour apprendre, par une enveloppe en manille sur une table de cuisine, que la prémisse même de cet amour avait été une construction que quelqu'un d'autre avait faite pour sa propre convenance. Si une femme trouvait cette condition inacceptable, cela me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir avant d'aller plus loin. Le samedi avant la finalisation du divorce, j'avais fait une dernière chose. J'ai conduit jusqu'au parc où j'avais emmené Mia des dizaines de fois au fil des ans, celui avec l'étang au canard et le vieux pont de bois qu'elle voulait toujours traverser en courant. Je me suis assis sur le banc près de l'eau pendant 1 heure. Je n'étais pas là pour pleurer. J'étais là pour marquer la fin de quelque chose. La façon dont on marque la fin d'un long voyage. Pas de manière dramatique, pas avec une cérémonie, juste en étant présent. J'ai pensé à qui j'étais la première fois que j'ai emmené Mia dans ce parc. 20 minutes de frisbee, une brique de jus de fruits et son visage ravi quand un canard s'est approché trop près et la surprise. J'ai pensé à l'homme que j'étais maintenant, assis sur le même banc 9 ans plus tard, avec une compréhension plus nette du monde et une confiance plus tranquille en mon propre jugement. Je n'étais pas devenu plus dur. Je ne voulais pas devenir plus dur. Je voulais juste être éveillé, pleinement,
constamment éveillé, d'une manière que je n'avais pas été pendant la majeure partie de mon mariage. Je suis rentré en voiture. J'ai préparé un dîner pour une personne, ce à quoi j'étais devenu étonnamment bon. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai mangé pendant que la ville s'assombrissait en dessous et que les lumières s'allumaient une par une, comme elles l'avaient toujours fait, indifférente et stable. J'avais 42 ans. J'avais une belle carrière, un appartement en ville avec une vue que je commençais à apprécier, un médecin qui m'aidait à tracer un chemin vers l'avenir, et une image très claire de ce que j'accepterais et n'accepterais pas dans la vie qui m'attendait.